Donc, on va corriger le DP numéro 1 de la conf numéro 1 de cardiologie de Détroit. Donc, qu'est-ce que nous dit l'énoncé? Un soir de garde, vous êtes appelé aux urgences afin de voir une patiente de 24 ans amenée par une amie pour douleur thoracique. Donc, on est dans un dossier de douleur thoracique face à une femme jeune. Les constantes prises par l'infirmière donc, sont une pression artérielle à 122/72, normale, une fréquence cardiaque à 82. Elle ne désature pas, elle est à 99% en air ambiant et on nous dit qu'elle est fébrile, elle est à 38,2. La patiente est tabagique active, elle a 5 paquets années. Elle n'a aucun antécédent médical particulier en dehors d'une appendicectomie dans l'enfance et ne prend aucun traitement en dehors de la pilule œstrogestative depuis plusieurs années. Donc question 1, quelle étiologie évoquez-vous en priorité devant ce tableau clinique? Une embolie pulmonaire, un infarctus du myocarde, une péricardite aiguë, une dissection aortique, une pneumopathie infectieuse. Autant de réponses qui, si on nous disait juste douleur thoracique, seraient justes, mais là il va falloir un peu ajuster. Premièrement, on va ajuster sur le fait que c'est une douleur thoracique fébrile chez un sujet jeune. En priorité, une douleur thoracique fébrile chez un sujet jeune, on évoque 2 diagnostics qui sont la péricardite aiguë ainsi qu'une pneumopathie infectieuse. Alors la pneumopathie infectieuse, c'est un peu plus rare qu'elle fasse mal, mais il faut toujours y penser particulièrement parce qu'ici c'est fébrile. Ensuite, à l'ECNI, une douleur thoracique brutale, on est obligé, quel que soit le dossier, d'évoquer une embolie pulmonaire. Le fébricule est possible avec une embolie pulmonaire, en particulier s'il y a un infarctus pulmonaire surajouté. En l'absence de fièvre, si le dossier avait été un peu différent, une douleur thoracique chez un sujet jeune, il aurait fait évoquer par argument de fréquence aussi un pneumothorax, une dissection aortique, mais aussi une douleur de type pariétal, comme un épanchement pleural ou un traumatisme. Ce n'était pas le cas ici. Donc question 2. Votre senior souhaite d'emblée éliminer une embolie pulmonaire et veut réaliser un angioscanner thoracique. Quel examen biologique et où sont nécessaires avant de réaliser cet examen? Un angioscanner thoracique, c'est un scanner, donc un examen irradiant. Et angioscanner veut dire qu'on injecte un produit de contraste iodé dans les artères. Donc c'est surtout là-dessus qu'il va falloir réfléchir. Comment on prend cette donnée avec le fait qu'on ait une patiente jeune? C'est une femme jeune qui potentiellement peut être enceinte. On a un examen irradiant. Il faut à tout prix éliminer une grossesse. Donc la question PAMI 0, c'était les bêta-HCG. On nous proposait aussi une NFS avec des plaquettes. Pas trop d'intérêt ici dans ce contexte. Une créatinine avec calcul du débit de filtration glomérulaire. Essentiel de vérifier la fonction rénale de cette patiente. Il y a un risque de toxicité tubulaire lié à l'iode et il ne faudrait pas précipiter la patiente en insuffisance rénale aiguë. Le TPTCA fibrinogène ici n'a pas d'intérêt particulier, ainsi que l'INR non plus. On n'est pas dans un examen qui risque de faire saigner. Donc voilà, je vous l'ai bien mis, en l'absence de grossesse chez une femme, il faut toujours l'éliminer et de manière générale, toujours penser, quoi qu'il arrive, à la grossesse chez une femme jeune à leucémie. Donc question numéro 3. La créatininémie est normale pour l'âge, les bêta-HCG reviennent négatifs, le CG suivant réalisé. Donc à la lecture de cet ECG, que suspectez-vous? Donc déjà, on va analyser cet ECG. C'est un ECG qui est en rythme sinusal, c'est-à-dire qu'il y a une onde P avant chaque QRS, a priori régulier, comme ça, d'accord? La première chose qui va nous choquer, c'est ce sus-décalage. Donc on a un sus-décalage. Sus-décalage, on va en priorité, bien sûr, penser à un infarctus, mais on a vu que ça ne collait pas vraiment en plus avec le tableau, une patiente jeune. C'est un sus-décalage ici qui est diffus, concave vers le haut, et qui est associé en plus à un signe assez spécifique, c'est-à-dire le sous-décalage du PQ. Clairement, c'est un ECG typique de péricardite aiguë, et c'est la seule réponse qu'on peut cocher. Éventuellement une myocardite qui pourrait être associée, mais ce serait à ce moment-là un autre dossier. Donc la réponse 3 était une péricardite. On nous proposait une embolie pulmonaire non grave, une embolie pulmonaire grave. Ça ne colle pas vraiment avec ce qu'on voit à l'ECG du tout. Les signes d'embolie pulmonaire à l'ECG, ce serait éventuellement un S1Q3, une onde T négative dans les dérivations droites, donc de V1 à V3. Ici, ce n'est pas le cas. On nous proposait éventuellement une tamponnade, qui est une complication de la péricardite. Il n'y a pas du tout de signe ECG de tamponnade. Les signes ECG de la tamponnade, on le verra plus tard dans le dossier, c'est un microvoltage ainsi qu'une alternance électrique. Alors, question 4. Quelles caractéristiques de la douleur seraient en faveur d'une péricardite aiguë? Donc, question clinique, question assez à la mode à l'ECN. Alors, une douleur à type de brûlure. Oui, en effet, la péricardite, c'est une douleur à type de brûlure qui est majorée par l'inspiration profonde et soulagée à l'antéflexion, souvent d'apparition progressive, mais parfois, bien évidemment, on peut avoir des cas où l'apparition est brutale.
On nous proposait aussi une douleur migratrice, non. Une douleur majorée par l'antéflexion, on a bien vu que ce n'était pas le cas, c'était soulagé par l'antéflexion. Une douleur majorée par l'inspiration profonde, c'est le cas, et c'est un signe qu'il faudra faire rechercher à nos patients aux urgences chez qui on suspecte une péricardite aiguë. On nous proposait une douleur brutale, comme je vous ai dit, alors ça peut être brutal, mais dans la grande majorité des cas, et c'est ça qu'il faudra cocher à l'ECNI, c'est une douleur plutôt progressive. Le caractère migrateur d'une douleur, je vous ai dit, une douleur thoracique doit faire immédiatement redouter une dissection aortique. Vous voyez douleur migratrice, il faut cocher dissection aortique, il ne faut pas réfléchir. Il faut prendre à ce moment-là, bien évidemment, la pression artérielle aux deux bras et rechercher une asymétrie tensionnelle. Donc, question 5. La douleur décrite par la patiente a commencé il y a 48 heures de façon progressive. À l'examen, elle est majorée par l'inspiration profonde, se caractérise par des brûlures désormais quasi permanentes, ce qui a inquiété son ami et qui l'a amené aux urgences. Le scanner initialement demandé par votre seigneur est finalement réalisé. Donc on voit une image de scanner. À propos de ce scanner, quelle est ou sont là ou les bonnes réponses? Donc on nous dit, il s'agit d'un scanner en fenêtre parenchymateuse pulmonaire. On voit bien que ici, ce n'est pas vraiment le parenchyme qu'on voit. Là où on devrait avoir du parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire dans ces zones ici, on voit qu'un espace tout noir. Donc clairement, le parenchyme pulmonaire n'est pas détaillé ici. On est, comme le dit la réponse B, un scanner en fenêtre médiastinale. On voit bien les éléments du médiastin, avec les vaisseaux dans le médiastin, en particulier l'aorte descendante, ainsi que le cœur. Réponse C, le péricarde est épaissi de manière circonférentielle. Alors en effet, on voit bien que le péricarde, qui normalement se voit quasiment pas sur un cœur sain, ici est épaissi avec quasiment 1 cm d'épaississement, et de façon circonférentielle, pas seulement dans une portion particulièrement du cœur. Les cavités cardiaques sont en hypersignal. Alors ça, c'est une question un peu compliquée. Il faut bien faire attention et réfléchir au fait qu'on peut se faire piéger sur n'importe quel terme. Les cavités cardiaques sont en hyperdensité, pas en hypersignal. L'hypersignal, c'est le terme utilisé pour l'IRM. D'accord? Donc la réponse D était fausse. Réponse E, l'aorte thoracique ascendante est injectée. Là aussi, c'était un piège. On ira vous chercher là-dessus, évidemment. Donc à chaque fois qu'on vous parlera d'aorte ascendante, descendante, pareil pour tous les autres vaisseaux, il faudra réfléchir. Ici, c'était l'aorte descendante. L'aorte descendante, elle redescend dans l'abdomen derrière le cœur. Vous pensez comme ça, l'aorte descendante derrière le cœur. Alors, question 6. Quel diagnostic faites-vous sur ce scanner? Donc, on nous proposait A, une embolie pulmonaire proximale. Difficile de parler d'embolie pulmonaire, les artères pulmonaires ici, elles ne sont pas injectées, en tout cas sur la coupe qu'on avait. B, une péricardite aiguë sèche. Ben non, précisément, elle n'est pas sèche dans la mesure où sur ce scanner, on peut directement dire qu'il y a un épanchement. Voilà, donc ce n'est pas une péricardite aiguë sèche. C, une dissection aortique. Donc ils reviennent encore avec cette proposition, pas du tout. On voit bien que l'aorte, en tout cas on voit ici l'aorte descendante, elle est de taille normale, on ne voit pas de flap intimal, on ne voit pas de faux chenal, donc non, pas une dissection aortique. D, une pneumopathie. Dans la mesure où on ne voit pas le parenchyme pulmonaire, c'est très difficile de parler de pneumopathie. La seule et unique bonne réponse juste était E, aucune de ces propositions. Donc, question 7. Vous concluez à une péricardite aiguë. L'interrogatoire révèle 2 éléments à prendre en compte. Une notion de tuberculose chez son ancien conjoint et un épisode de bronchite il y a 15 jours. Que devra comporter votre bilan paraclinique de première intention? Donc, réponse 7. On nous propose A, NFS, B, CRP, C, les enzymes cardiaques avec troponine CPK, D, les sérologies virales et E, un ECBC à la recherche de Barr. Donc la réponse A et la réponse B sont justes. Dans le bilan standard d'une péricardite aiguë, on doit rechercher un syndrome inflammatoire. Le syndrome inflammatoire, il va s'exprimer sur la NFS via une élévation des globules blancs, des leucocytes. On aura une hyperleucocytose avec sûrement des leucocytes supérieurs à 10 000, 12 000, voire beaucoup plus. Une élévation de la CRP associée. J'ai mis en réponse pas cochée 0 les enzymes cardiaques, parce que c'est la recherche d'une élévation de la troponine qui va faire la différence entre une péricardite qui peut être une affection assez banale, traitée en ambulatoire éventuellement, et une myocardite qui là est une affection gravissime et qui doit à ce moment-là s'hospitaliser en soins intensifs cardiologiques. Et c'est uniquement là-dessus qu'on va faire la différence. En tout cas en première intention avant qu'on ait d'autres examens. D, on nous parle de sérologie virale, alors on nous parle de Coxsackie A, Coxsackie B, écovirus, adénovirus, tout ça c'est des noms bien entendu qui sont là pour vous distraire. En effet, vous en avez entendu parler,
parce que c'est les virus qui sont à l'origine, par réaction, de la majorité des péricardites virales aiguës bénignes. Mais il n'y a aucune raison dans le bilan d'une péricardite en première intention de les cocher. Éventuellement, on fera une sérologie VIH si le terrain est évocateur, mais ici, on ne nous parlait pas du tout de contexte à risque. Je vous ajoute que la recherche de pathologies auto-immunes, parce qu'on aurait pu vous le proposer ici, telles que le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, qui sont des étiologies de péricardite aiguë, se fera exclusivement en seconde intention, ou bien évidemment sur point d'appel, mais qui n'est pas détaillé encore une fois ici. Alors pourquoi je n'ai pas coché ECBC à la recherche de Barr? Car ici, on nous parle d'une infection de tuberculose latente. Ce ne serait pas une tuberculose maladie, il n'y a aucun symptôme de tuberculose maladie, en plus c'était il y a 15 jours, il n'y a pas le temps qu'une tuberculose maladie se développe. Donc on fera éventuellement un IDR, ça se coche, ou un test quantiféron. Mais ce n'est pas du tout pareil une tuberculose latente et une tuberculose maladie, qui là se recherche avec un examen cytobactériologique des crachats à la recherche de Barr et éventuellement des bécatubages, si le patient ne crache pas. Donc question 8. Le bilan élimine une tuberculose. Donc, déjà, la tuberculose, on peut la mettre de côté. La CRP revient élevée à 65, on a un syndrome inflammatoire. La troponine est négative, on n'a pas de myocardite. On reste sur une péricardite a priori simple. Vous concluez à une péricardite aiguë virale bénigne. À la relecture des constantes d'entrée, en fait, la patiente était apyrétique, elle avait 37,2. Donc on est face à une péricardite aiguë virale bénigne avec une température inférieure à 38. Vous comprendrez pourquoi c'est important. L'échographie que vous réalisez montre un épanchement péricardique minime et bien toléré. La patiente est bien entourée socialement, on nous précise qu'elle habite avec sa sœur et sa mère. Sur quel mode de prise en charge l'orientez-vous? Alors déjà, quand on nous parle de l'entourage social, c'est sûr qu'il va falloir réfléchir à la prise en charge, soit en hospitalisation, soit en ambulatoire. Comment est-ce qu'on l'oriente? On nous propose A, abstention thérapeutique. Je vous déconseille de cocher cette réponse quand même. B, hospitalisation urgente en USIC pour surveillance scopée. Tout est dit dans l'énoncé pour nous montrer que c'est une péricardite a priori sans signe de gravité, bénigne, donc certainement pas en soins intensifs de cardiologie. Hospitalisation en secteur conventionnel de cardiologie, dans certains endroits ça se fait, mais si on suit bien les recommandations que je vais vous mettre juste après, il n'y a aucune raison. On peut la prendre en charge en ambulatoire, particulièrement parce qu'elle est bien entourée et que s'il y a un problème, elle reviendra à l'hôpital. Des transferts en chirurgie cardiaque pour drainage péricardique, non, on nous dit que l'épanchement est bien toléré, il n'y a aucune raison de le drainer. Donc la seule et unique bonne réponse était la réponse E, prise en charge ambulatoire. Alors, il n'y avait ici aucune indication d'hospitalisation. Les dernières recommandations donc, de l'ESC 2015 sur la péricardite nous dit que s'il y a un de ces critères, que ce soit une fièvre supérieure à 38, un début subaigu, un épanchement abondant, là il n'était pas abondant et bien toléré, une absence de réponse au traitement anti-inflammatoire après une semaine, là on n'est pas dans ce contexte, on ne nous parlait pas de réponse, ou alors des facteurs de risque mineurs, l'atteinte myocardique, ici ce n'est pas le cas, la troponine n'était pas élevée, une immunodépression, on ne nous en parle pas, un traumatisme thoracique, ni traitement anticoagulant. Et j'insiste sur traitement anticoagulant parce que souvent dans les dossiers de CN, le patient aura un traitement anticoagulant et à ce moment-là, malgré le fait que la péricardite semble bénigne, il ne faudra surtout pas le laisser sortir parce qu'on peut majorer un épanchement et faire par la suite un hémopéricarde. Question 9. Vous décidez de faire sortir la patiente des urgences pour un retour à domicile. Elle est secrétaire médicale. Quelle est, ou sont, parmi les propositions suivantes, celles qui pourraient figurer sur votre ordonnance de sortie? Donc, quand on vous parle déjà de la profession du patient ou de la patiente, c'est qu'il faudra penser maladie professionnelle, arrêt, ce genre de choses. Alors, réponse 9. On nous propose A, arrêt de travail jusqu'à résolution des symptômes, B, aspirine à dose décroissante pendant à peu près 1 mois et demi, C, colchicine avec une dose de charge, puis 0,5 mg par jour pendant 3 mois, D, cortensil, donc des corticoïdes, 60 mg par jour pendant 5 jours, puis décroissance jusqu'à 5 mg par jour. Et E, ibuprofène, qui est un INS, 600 mg 3 fois par jour pendant 1 à 2 mois, puis arrêt brutal. Alors, le traitement des péricardites aiguës repose sur des anti-inflammatoires non stéroïdiens associés à des antalgiques simples, tels que paracétamol ou contramal, de la colchicine et le repos avec un arrêt de travail. Donc, qu'est-ce qu'on va cocher ici? On coche bien entendu l'arrêt de travail, ça, pas très compliqué. Les INS se donnent dans la péricardite à dose décroissante. Sinon, le risque principal, c'est la récidive. Si on ne fait pas une bonne décroissance, la péricardite va obligatoirement revenir. Donc, il fallait cocher un INS avec dose décroissante. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a l'aspirine à dose décroissante. Donc, l'aspirine, c'est juste. Et on avait l'ibuprofène, autre INS proposé ici, 600 mg, puis arrêt direct. Donc, ça, c'était faux. C'est évident, la patiente va revenir, la péricardite va revenir directement.
D, cortencile, ça c'était coché 0. On évite les corticoïdes car ils favorisent le passage à la chronicité et c'est bien évidemment tout ce qu'on veut éviter chez la patiente. La colchicine, alors je vous dis que ça faisait partie du traitement, pourquoi est-ce qu'on ne le coche pas ici? Elle prévient les récidives, mais il n'y a aucune dose de charge. Ça c'était un distracteur. Ça n'existe pas, la colchicine c'est à la même dose pendant 3 mois. En l'occurrence 0,5 à 1 mg par jour. Donc les réponses juste ici étaient A et B, et il ne fallait surtout pas cocher les corticoïdes. Question 10. Votre patiente peut sortir avec son ordonnance complète. Elle vous demande quand devra-t-elle revoir un médecin? Quelles et où sont là où les bonnes réponses? Alors, on nous propose jamais si la douleur cède et que l'état de la patiente s'améliore. Non, la patiente a quand même une affection cardiaque. Il faut qu'elle soit revue par un médecin. Donc B, consultation uniquement chez son médecin traitant à 1 mois. Non, il faut que cette patiente revoie un cardiologue, même en cas d'évolution favorable, et qu'elle ait une échographie de contrôle à 1 mois, afin d'affirmer la guérison, donc l'absence d'épanchement péricardique, mais aussi des douleurs, parce qu'elle peut ne plus avoir d'épanchement, mais quand même avoir des douleurs résiduelles, ou alors dépister une éventuelle rechute, c'est-à-dire que la patiente, dès le début, s'améliore très vite, il n'y a plus rien, et puis ça revient quelques semaines après. Donc la seule et unique bonne réponse qui était juste, c'était consultation cardiologique et échographie à 1 mois. Bien évidemment, la surveillance échographique à vie tous les 6 mois n'a pas lieu d'être chez ces patients atteints de péricardite. Donc, question 11. 1 an plus tard, la patiente consulte pour les mêmes symptômes aux urgences. Vous apprenez qu'entre-temps, elle a fait une embolie pulmonaire sans facteur déclenchant, traitée par Xarelto, qui est un AOD, anciennement appelé NACO, les nouveaux anticoagulants oraux, qu'elle ne prend plus, donc elle n'est plus sous anticoagulants. Vous suspectez une récidive de péricardite aiguë. À propos des rechutes ou récidives de péricardite aiguë virale, quelle est ou sont là où les bonnes réponses? Donc, réponse 11. On nous dit que les rechutes sont fréquentes, 25 à 30% des cas, c'est juste. En effet, les rechutes ou les récidives sont assez fréquentes, 25 à 30% du temps, et elles sont souvent dues, comme je vous l'ai dit auparavant, à une diminution trop rapide du traitement anti-inflammatoire. La réponse B sont rares, moins de 10% des cas, malheureusement ce n'est pas le cas. C, une enquête étiologique est nécessaire, notamment à la recherche de maladies de système, c'est vrai. Quand un patient reviendra assez souvent avec des récidives de péricardite, alors soit de façon évidente, c'est parce qu'il a arrêté le traitement anti-inflammatoire trop tôt, la décroissance n'était pas bien faite, soit on va devoir rechercher une autre étiologie que juste une simple péricardite virale. À ce moment-là, on s'orientera vers des maladies auto-immunes, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est-à-dire la polyarthrite, le lupus principalement dans les dossiers de CN1. D, la colchicine réduit le risque de récidive, donc ça je vous l'ai dit avant, c'est le message clé à faire passer, c'est pour ça qu'il ne faudra surtout pas oublier de la mettre quand on met le traitement anti-inflammatoire à un patient pour une péricardite. Et E, les corticoïdes réduisent le nombre de rechutes, mais présentent trop d'effets secondaires, alors ça c'est faux. Les corticoïdes favorisent la chronicité de la péricardite. Question 12. En l'interrogeant, elle vous rapporte depuis 2 jours des arthralgies et est embarrassée par un érythème du visage prédominant au nez, apparu lui aussi il y a 2-3 jours. Érythème du visage, on va penser au lupus, on en a parlé tout à l'heure. Vous vous rappelez de vos vieux cours et voyez à l'occasion de faire un diagnostic de péricardite lupique, plutôt rare dans un dossier de cardio. Quels examens parmi les suivants prescrivez-vous dans le bilan auto-humain complémentaire? Donc on va penser au lupus, mais bien évidemment on ne va pas pouvoir éliminer les autres pathologies auto-immunes, donc on va devoir faire un bilan auto-humain face à une péricardite. Qu'est-ce qu'on fait? Les facteurs rhumatoïdes, oui, on va penser à la polyarthrite rhumatoïde. Les anticorps antinucléaires, oui, de façon générale face à une pathologie auto-immune, ils se cochent vraiment quasi tout le temps, les anticorps antinucléaires. Les anticorps anti-DNA natifs qui sont un peu plus spécifiques pour le lupus, oui. L'anticoagulant circulant lupique avec l'anticorps anti-bêta-2-GP1 et les anticardiolipines. Là, on pensera à un syndrome des antiphospholipides associés éventuellement à son lupus, d'autant plus que c'est une femme jeune, qu'on nous a parlé du fait qu'elle a fait une embolie pulmonaire spontanée. Donc tout ça, ça se coche. Bon, le petit piège, c'était les anticorps antimuscle lisses. Les anticorps antimuscle lisses, ils se recherchent dans une hépatite auto-immune. Donc ici, ce n'était pas vraiment le sujet. Donc je vous l'ai remis, le bilan auto-humain dans le cadre d'un lupus, j'ai essayé d'être assez exhaustif. On cherchera les anticorps antinucléaires qui, eux, sont sensibles pour toutes les pathologies auto-immunes. Les anticorps anti-DNA natifs double brin assez spécifiques. Les anticorps antinucléaires solubles, anti-SM, anti-SSA, SSB, ribonucléoprotéines, anticorps anti-histone et tous les anticorps du SAPL. Je vous l'ai dit, le SAPL est associé dans 30% des cas à peu près dans les lupus. Donc, question 13. Tout le bilan se révèle négatif.
La patiente vous rapporte revenir tout juste de vacances à la montagne en cette fin de mois d'août où elle a fait 3 jours de randonnée intensive sans crème solaire. L'occasion de briller auprès de vos collègues internistes sera pour plus tard, donc c'était juste un coup de soleil. Vous réalisez l'échographie qui montre un volumineux épanchement circonférentiel de 30 mm, bien toléré sur le plan hémodynamique. Quelle prise en charge proposez-vous à la patiente? Donc on va être de nouveau face à une question d'orientation de la patiente. Là, les données ont un peu changé. Déjà, c'est une récidive et en plus de ça, l'épanchement est quand même nettement plus volumineux. Le risque de constitution d'une tamponnade, il est à surveiller et ça se surveillera en service de cardiologie. Si c'était moins bien toléré sur le plan hémodynamique, ce qui n'est pas le cas ici, on l'aurait plutôt envoyé en USIC. En cardiologie, on refera de façon assez rapprochée une échographie au lit de la patiente tout simplement pour vérifier que l'épanchement ne se majore pas, auquel cas à ce moment-là on l'orienterait plutôt vers une unité de soins cardiologiques intensifs. Donc la seule et unique bonne réponse ici, c'était une hospitalisation en unité de cardiologie pour surveillance. Abstention thérapeutique, bien évidemment, non. En médecine interne, on ne va pas hospitaliser en médecine interne une patiente qui a un épanchement de 3 cm. En tout cas, si vous trouvez un service qui l'accepte, dites-le moi. Toutes les autres réponses étaient fausses. Question 14. La patiente est hospitalisée en cardiologie pendant votre garde. Le lendemain, lors de la visite, les infirmiers vous appellent pour vous dire que la patiente est hypotendue avec une pression artérielle à 88/47. Vous vous empressez de demander un ECG à votre externe. La question, à la lecture de ce dernier, à quel diagnostic pensez-vous? Donc, face à cet ECG, première question, on se demande si le rythme est régulier. Clairement, ici, surtout dans cette zone, on voit bien que les QRS n'ont pas la même taille. Donc, on va se poser la question d'une tachycardie a priori, parce que la fréquence se situe à peu près autour de 150 battements par minute. Tachycardie irrégulière à QRS fin, faut penser à une chose, la FA. Donc là, la patiente est en FA. Autre chose marquante, ici, c'est que les QRS, comme vous le voyez, ici, ça c'est des petits QRS et on a des gros. Petits, gros. Donc on a des QRS successifs de tailles différentes. Ça s'appelle l'alternance électrique. L'alternance électrique, au tout début du dossier, on en avait parlé, c'est un signe de tamponnade. Donc là, la patiente est en train de tamponner. Donc, les réponses justes ici, SCA, ST-, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Un flatteur auriculaire à conduction 2 pour 1, c'est tentant le nom, j'avoue, mais non, c'est juste une fibrillation auriculaire. En plus, un flatteur auriculaire, c'est régulier. C'est une torsade de pointe, pas du tout. Donc, les réponses à cocher étaient une tamponnade et une fibrillation auriculaire. Question 15. L'échographie faite en urgence confirme le caractère compressif de l'épanchement qui s'est majoré dans la nuit. Donc là, on est dans une situation d'urgence. L'épanchement est mal toléré, l'état hémodynamique de la patiente se dégrade. Quelle attitude de prise en charge peuvent se discuter? Un seul traitement de la tamponnade, c'est drainer cet épanchement, d'une manière ou d'une autre. Alors, si on peut l'envoyer très rapidement dans un centre de chirurgie cardiaque pour se faire drainer, on le fait. Si vraiment la patiente est en pré-choc, et qu'on n'a pas le temps, que le premier centre de chirurgie cardiaque est quand même beaucoup plus loin, on fait la ponction péricardique au lit directement, ça permettra de stabiliser un peu la patiente. Donc les seules réponses justes ici, c'était A, ponction péricardique au lit, et D, transfert en urgence en chirurgie pour drainage péricardique. Un choc électrique externe, aucun intérêt. Pourquoi on choquerait la patiente? Elle a une FA, mais ce n'est pas du tout ça qui participe réellement à son instabilité hémodynamique, comme l'a montré l'échocardiographie. B, la dose de charge en aspirine pour réduire l'épanchement, c'est une invention complète, ça n'existe pas. L'aspirine, c'est un traitement pour diminuer l'épanchement dans une péricardite qui est stable. Et E, pose d'assistance circulatoire type ECMO, elle n'est pas en insuffisance cardiaque à ce point-là. Donc en conclusion, en fait, c'était un dossier de péricardite. Péricardite qui initialement était la forme que vous le verrez le plus fréquemment, c'est-à-dire une péricardite aiguë, bénigne, post-virale chez un patient jeune. On a vu que ça pouvait se prendre en charge en ambulatoire sous certaines conditions, je vous ai mis les critères. Pensez bien au traitement anticoagulant. Que ça se traitait par antalgique simple, mais aussi par anti-inflammatoire non stéroïdien, que ce soit l'aspirine, l'ibuprofène, tout ça, ça se coche. Certainement pas les anti-inflammatoires stéroïdiens comme les corticoïdes, ça c'est coché 0. Qu'il faut faire une dose décroissante au cours de la thérapie, sinon le risque majeur c'est la récidive ou la rechute. Et pour augmenter vos chances d'éviter la rechute ou la récidive, il faudra donner de la colchicine. Elle ne se donne pas à dose décroissante.
Qu'est-ce qu'on a vu de très important aussi, c'est de toujours cocher la recherche d'enzymes cardiaques dans le bilan initial d'une péricardite, car la péricardite peut être en fait une myocardite cachée. À ce moment-là, la prise en charge n'est pas la même. Et on a vu la complication que vous aurez si vous avez une péricardite, je pense, c'est-à-dire la tamponnade. À ce moment-là, c'est une dégradation de l'état hémodynamique, et je vous ai mis un petit ECG, l'alternance électrique, retenez-le bien, alternance électrique, tamponnade.